D'abord, je résidais dans un comté ouvrier où 85 de la main-d'œuvre était syndiquée, soit à l'Alcan, à Arvida, dans les moulins à papier de la compagnie Price, soit à Kenurami, soit à Jonquière. Et puis, même dans le commerce, les syndicats étaient très forts au Saguenay. D'ailleurs, c'est le lieu d'origine des syndicats au Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je me suis intéressé à la politique provinciale, fédérale, jusqu'au jour où un de mes amis très près de moi, c'est l'ancien politique fédéral. Alors, il m'a demandé d'être organisateur pour lui, pour la ville de Jonquière, un des secteurs de son comté. Et nous avons réussi à le faire élire. Alors, disons que ça améliorait piqûre un peu, ça. Et puis, quelques mois après, je pense, le gouvernement a été renversé et Diefenbaker a appelé une nouvelle élection. Et on l'a fait réélire une deuxième fois. Et puis, on est rapidement arrivé au décès de M. Duplessis, décès de M. Sauvé. Et là, M. Lesage, qui avait été élu chef du parti, tenait absolument à avoir le candidat approprié pour le genre de comté qu'il avait. Comme par exemple à Chicoutimi, il voulait un homme d'affaires. Alors, il s'est organisé pour que Rosaire Gauthier aille à une convention. Il a été élu très facilement. Dans mon comté, qui était ouvrier, il tenait absolument que ce soit moi. Moi, je ne voulais pas faire de politique active. Fait que là, moi, j'ai dit à M. Lesage, ça m'intéresse votre affaire, mais il faut que ma femme dise oui devant moi. Parce que pour réussir là-dedans, si elle n'est pas d'accord avec moi, elle va faire un flop avec mon mariage. J'ai une belle petite fille de 3 ans. Ça ne m'intéresse pas d'aller là sans que ma femme dise « j'embarque avec toi ». Croyez-le ou non, il a fait 2 voyages à Jonquière pour convaincre Nora, sans réussir à la convaincre, dont le dernier pour se faire intercepter à Barrière de Stoneham par les gardiens de Barrière, parce qu'il y avait une barrière dans le parc aux 2 extrémités, pour se faire dire « M. Sauvé est décédé cette nuit ». Il s'est dépêché de venir à Jonquière pour dîner, pour revenir à Québec pour donner des entrevues aux gens de la presse parlée et écrite. Et il n'a pas réussi au cours du dîner à convaincre Nora de céder son gars à une convention, quitte à me faire battre d'une convention. Ça fait que quelques mois après, il y a eu le congrès, congrès du Parti libéral aux syndicats nationaux, ici sur le boulevard Charest. Puis là, après une demi-heure de conversation avec moi et Nora, il a réussi à y faire dire oui. Alors, j'ai retroussé mes manches. Puis il dit, « m'a faire un homme politique avec toi. » Il dit, « tu vas m'écouter, tu es jeune. » Il dit, « là, petit gars, là, tu retournes à l'école. Il va falloir que tu apprennes. » Parce que l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage comprenait des gens d'une valeur exceptionnelle. On n'a qu'à se rappeler Gérin Lajoie, Kierens, René Lévesque et le reste. Et les conseillers de M. Lesage, René Arthur, le père d'André, qui a été un de mes meilleurs conseillers politiques que j'ai eu, M. René Arthur. Le premier déjeuner que j'ai eu avec lui, il m'a dit, « Tiga, si tu veux réussir, là, écoute Jean Lesage, il a eu une belle carrière. Il semble te trouver de son goût. Le chemin entre les 2 points le plus court, c'est la ligne droite. Dis non. Si tu dis oui une fois, tu vas être tenté souvent, tu vas être mal pris, puis tu ne dureras pas longtemps. » Alors, je l'ai écouté, puis ça a bien été. Vous aviez comme conseiller financier Marcel Bélanger, vous aviez des sous-ministres comme Arthur Tremblay à l'Éducation, Michel Bélanger à l'Industrie et Commerce. Vous aviez un paquet de fonctionnaires de classe. Alors moi, je me suis dit, je suis jeune, j'observais, puis j'étais, comme je vous disais tout à l'heure, à l'école, dans le sens que je regardais travailler ces gens-là qui avaient des responsabilités ministérielles. Je me disais, si je dure un jour, puis j'ai la chance de pouvoir remplacer un de ces gars-là, il va falloir que je sois capable de livrer la marchandise. Alors, j'épiais, je les regardais travailler, puis j'avais un profond respect des fonctionnaires de qualité. Moi, il m'a toujours considéré comme un petit gars qui voulait, comme mon prof politique. Il me donnait des conseils fréquemment, puis il était habile, de temps en temps, par la bande, par M. Arthur, qui était son secrétaire particulier, René Arthur, ou encore par M. Larue, qui était son chef de cabinet, Alexandre Larue.
Alors, il me faisait passer des messages. Des fois, tu sais, jeune, j'avais tendance, des fois, à sortir un peu tard. Puis une fois, il m'avait dit que c'était pas bien de prendre un verre avec Daniel Johnson au château vers 11h30, minuit ou un quart. Tu sais, il me passait ces messages. Alors, ça a porté fruit, parce que quand j'ai été nommé ministre, j'ai décidé que ça, là, ça ne marchait pas avec les responsabilités. Et je n'ai pas pris un verre de boisson, même pas un verre de bière, de 1971, non, crise d'octobre 70. De 70 à aujourd'hui, je n'ai jamais repris. En 1960, la situation d'un député, c'était quasiment à gadir. 6 000 par année de salaire, 2 000 pour les dépenses. Alors, imaginez-vous, dans le comté, si tu engageais une secrétaire, ça a été mon cas au début, parce que ça rentrait par les fenêtres. Les notes t'en prenaient, mais ça prenait une secrétaire. J'en ai engagé une à 32 par semaine. Ça fait 32 par semaine, c'est tout de même 16 700 par année qui partaient sur le 6 000, parce que le 2 000 couvrait à peine les dépenses de logement ici à Québec, dans un petit pied à terre. Et puis, ça fait que là, je l'ai dit à M. Lesage, je m'apprends un premier terme. Si je me souviens bien, j'étais près de 3 000 en déficit à la banque. J'ai dit, M. Lesage, moi, 3 000 là, ça ne me fait rien, je le paierai avec les années et les sidelines que j'ai dans le comté. J'ai dit, je ne me représente plus. Il dit, tu te représentes, puis on va régler ça, cette situation-là. Il a été réélu lors de la nationalisation du secteur privé de l'électricité. Et puis, il m'a nommé adjoint parlementaire. Et à ce moment-là, adjoint parlementaire, règle générale, c'était une augmentation de salaire de 4 000 $ par année. C'était surtout de l'emploi, pour avoir un job, comme on dit vulgairement, là, du travail. Et ensuite de ça, bien, du côté payer des comptes, on n'avait pas adopté, on allait adopter plus tard la loi de l'assurance hospitalisation. La majorité des gens avaient des dettes envers les hôpitaux, envers les médecins. Alors, c'était des demandes pour payer des comptes d'hôpitaux ou de l'emploi. Mais ça rentrait, ça. Il y en avait des demandes. Au début, j'ai eu de la misère un peu avec les gens de l'Alcan, parce qu'il y avait l'impression que le gouvernement ne laisserait pas la marge de manœuvre nécessaire à l'Alcan pour ses usines éventuelles de transformation du métal, parce que l'Alcan avait développé, avec leur propre argent, les pouvoirs de chute des passes, chute savane, chute du diable, tout comme la compagnie Price Borders, devenue Abitibi Paper, avait développé les pouvoirs de Jim Gray, chute à Galais, Cunningham, et puis des pouvoirs de Inmaling, chute à Caron par l'Alcan également. Alors, les gens étaient un peu inquiets, mais au fur et à mesure que le titulaire du ministère des Richesses naturelles, qui était mon patron, René Lévesque, les assurait qu'il y aurait le pouvoir de garder l'électricité nécessaire au développement. Alors, ça s'est placé au cours de la campagne, mais je n'ai pas eu de misère. Je suis venu à deux cheveux d'être nommé ministre quand Marie-Claire Kirkland a été nommée. Marie-Claire Kirkland était ministre d'État, et puis dans ce temps-là, un ministre d'État n'avait même pas de chauffeur. Je me souviens qu'elle avait un bureau au deuxième étage ici, justement sur l'étage qu'on se trouve à l'Assemblée nationale. Et puis elle voulait changer ses rideaux, puis Pierre Saint-Pierre, M. René Saint-Pierre, qui était ministre des Travaux publics, il est allé voir les rideaux, puis il les a trouvés convenables. Il dit, il n'est pas question qu'on change des rideaux pour une femme. Vous savez, à ce moment-là, elle était la seule femme en politique. Alors, elle a dit à M. Lesage, je me suis tanné, je veux un ministère. Je vais être patron de mon ministère. Alors, il l'a nommé, puis la peine venait de démissionner à la culture. Je ne suis pas nommé Marie-Claire Kirkland-Casgrain à la culture. Il dit, je vais nommer Pierre Laporte à la culture, un deuxième portefeuille, puis Marie-Claire à transport et communication, le petit ministère de Gérard Cournoyer, qui était décédé. Alors, la panne partie, Cournoyer parti, il y avait un trou. Moi, je m'attendais d'aller au ministère. Puis M. Lesage m'avait dit, écoute, ce sera plus tard. Puis j'étais bien heureux de savoir qu'un jour je le serais. C'est là que j'ai appris qu'un jour je pourrais l'être.
Parce qu'il m'a dit, si ce n'était pas de l'exigence de Marie-Claire, c'est toi qui irais là. Puis Guy Lechasseur, à ce moment-là, qui a fini juge, qui était président de la Chambre, s'en allait à la culture, si Marie-Claire n'avait pas. Mais en politique, il arrive toutes sortes de choses. Moi, je suis bien heureux, j'ai dit, à l'âge que j'ai là, avec le peu d'expérience que j'ai, déjà, je savais qu'un jour, si je durais en politique, j'aboutirais avec des responsabilités ministérielles. On a peut-être manqué d'informer, de communication avec la population. Vous savez, on se fie peut-être un peu trop sur les journalistes qui sont responsables de la galerie de la presse. Eux sont obligés de sélectionner la nouvelle pour que leur journal soit intéressant pour le lecteur, pour le client lecteur. Alors, il appartient aux partis politiques d'avoir une politique de communication assez souple pour être capable de rejoindre la masse, comme par exemple de synthèse, comme René Lévesque était capable de faire. Quand on avait René Lévesque, dans l'opposition, René, il n'aimait pas ça. S'il avait aimé ça, là, il aurait pu prendre la charge. D'ailleurs, il le faisait à l'intérieur du parti. Quand il est sorti du Parti libéral, c'est justement sur une question de fond. Et dans l'opposition, il n'aimait pas ça. Ça fait que là, on a commencé à le perdre un peu dans l'opposition. Mais si, entre 62 et 66, on avait eu une meilleure politique de communication, les gens auraient trouvé qu'on avait été juste, on avait le tempo. D'ailleurs, c'est facile d'adopter des politiques, il faut être capable de les payer. On allait au rythme que les gens étaient capables de payer. Ils ne l'ont pas appelé Tigeant taxe pour rien en 66. Il y a eu la période 66-70 qui a été une période de formation extraordinaire pour moi, l'opposition, 4 ans. Alors, dans l'opposition, tu ne fais rien de mal. La loi est bonne, tu dis le petit pain, tu votes pour le petit pain, puis tu essaies d'apporter des amendements pour l'améliorer. Tu te fais abattre. Il faut que tu fasses quelque chose. Puis dans mon comté, ça me donnait la chance de m'occuper davantage de mes électeurs, de m'occuper davantage de mon organisation pour qu'à chaque bureau de votation, j'ai au moins un homme, une femme, un jeune susceptible de me faire élire. Puis dans un comté, quand vous avez 500 organisateurs, hommes, femmes, enfants, réunis, là, donnez à mon gars, quelle que soit sa valeur, du il est élu, mon homme, puis il est élu. Parce que 500 personnes au travail sur une période de 35-40 jours, ça renverse des montagnes. Alors, quand Robert Bourassa a décidé de se présenter, Robert, qui était un bon ami, il s'est mis après moi, tu ne peux pas me faire ça, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, voyons, Gérard. J'ai dit, alors, Robert, j'ai donné ma parole à Pierre Laporte. On est 21 dans la gang qui a donné cette parole. Travaille ailleurs, moi, je respecte ma parole. M. Lesage faisait partie de l'entourage de Robert Bourassa qui venait de succéder, d'être élu premier ministre de la province. Je suis convaincu que M. Lesage a dû insister. J'ai été nommé ministre d'État, mais Robert Bourassa n'était pas un gars rancunier. Il était nommé ministre d'État aux Affaires sociales avec M. Castonguay. J'étais heureux parce que j'ai dit je vais apprendre un Titi, parce que Castonguay était reconnu comme un actuaire, un des bons actuaires de la province, puis un connaisseur en politique sociale. Alors, je m'en allais comme ministre d'État à Famille et Bien-être, mettre en application la loi Cadre, qui avait été adoptée un an auparavant par Jean-Paul Cloutier, qui était ministre des Affaires sociales. Alors, je me suis dit, moi, ce n'est pas une punition. Mais bien que j'ai un de mes collègues qui a été un an avant d'être nommé, qui avait appuyé Laporte sans le nommer, il avait appuyé Laporte, puis il a attendu un an avant de rentrer dans le cabinet. Mais c'est un peu normal, ça, qu'un premier ministre s'entoure d'abord des gens à qui il a confiance, puis certaines responsabilités. 4 mois après, j'ai été remplacé faire la mécanisation des opérations au ministère du Revenu, à la place de Bill Tetley, qui a été muté aux institutions financières compagnies coopératives. L'esprit de clocher, c'était terrible. Alors, comment faire pour combattre ça?
c'est en essayant de diminuer le nombre de décisions à prendre, en regroupant des forces. Comme par exemple, Jonquière, Kenogami, il y en avait un peu de clochers aussi. Si tu réunissais Jonquière, Kenogami, Arvida, un bloc, tu diminuais l'esprit de clocher. Même chose à Chicoutimi, même chose à Abbé. Fait qu'effectivement, c'est ce qui est arrivé dans mon premier terme quand on a passé, comme ministre, quand on a passé la loi 276 sur le regroupement volontaire des municipalités. Parce que dans la loi du regroupement volontaire, si vous aviez une majorité des municipalités qui voulaient se fusionner, qui étaient pour, représentant la majorité de la population, vous pouviez le faire moyennant certaines conditions, là, publication dans la Gazette officielle, et puis il y avait des subventions spéciales qui étaient rattachées à ça. Alors, c'est comme ça qu'on avait réussi à avoir unanimement par les conseils de ville de Jonquière, Kenogami et Jonquière-Paroisse des résolutions unanimes de regroupement. Mais Arvida ne voulait pas. Et c'était une de mes erreurs de la forcer parce que Arvida a commencé à utiliser des mesures dilatoires. Il menaçait d'aller devant les tribunaux. Quand on a vu ça, on a inclus le regroupement de Jonquière dans la loi fusionnant les villes de l'Outaouais et de la région de Québec, Grand Beauport, Beauport ici, puis quel autre? Dans Gatineau, c'est ça. Alors, on a regroupé Chicoutimi et Jonquière ensemble pour le 1er janvier 1978. Mais il y avait tellement de clochers qu'on a perdu l'élection en 1976. Et le ministre Bédard s'est organisé pour changer le millésime, retardé en 1979 à 80. Finalement, ils ont créé les MRC, puis il a confié le soin aux MRC de faire la fusion quand il voudra faire. Fait que c'était un enterrement de première classe. Il n'y a pas eu de fusion avec Chicoutimi. Puis le clocher est resté. Moi, j'y ai trouvé un défaut qui est une très belle qualité pour un homme. Trop bon. Pas capable de faire un mauvais coup. Il le faisait probablement faire par les autres. Mais Robert Bourassa, c'est un gars qui pardonnait. Il se faisait insulter, puis 2 minutes après, il oubliait le gars qui l'avait insulté. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est capable de pardonner comme ça. Je le trouvais trop bon. Mais c'est un gars exceptionnel. C'est un gars brillant. D'ailleurs, au Conseil des ministres, quand tu es ministre, tu présentais un dossier, il le comprenait dans le sport. Il était aussi rapide que René Lévesque pour comprendre un problème. Puis quand ton travail était mal fait, tu disais, on reprend ça la semaine prochaine. Ça voulait dire refais tes devoirs. Il n'insultait pas personne. Contrairement à M. Lesage, qui probablement aurait dit, votre dossier est faible, mon ami. Lévesque, lui, il aurait dit, hey, les cochonneries de même, j'en veux plus. Robert Bourassa disait, on remet ça la semaine prochaine. Ça voulait dire refais tes devoirs. Il était d'une délicatesse exceptionnelle. Rien de main de faire d'un gant de l'eau. Bon, le jour de ma défaite, j'ai un de mes organisateurs qui était décédé dans la semaine. Je suis allé au funérailles, puis mon conseiller juridique, qui était juge à la cour d'appel, l'avocat Chouinard, m'avait dit, le jour d'une élection, garde jamais d'argent dans tes poches. Au cas où quelqu'un te demande de l'argent, puis simplement une bière, puis tu dis, paye, tu peux être accusé d'avoir acheté un vote. Fait que le jour de l'élection, si quelqu'un me demandait de quoi, je disais, viens me voir demain. Viens me voir demain au bureau ou j'irai te voir. Fait que je m'en vais au service, à l'église, Sainte-Cécile, à Kenogami. Puis à la fin, je sors dehors, il y a une femme qui était dans la rangée, là, on sortait. Là. Elle dit, oui, comment c'est hypocrite, elle dit, un ministre, elle dit, il a emprunté 5 piastres, elle dit, de son voisin pour te donner à la quête. Elle dit, il est millionnaire. J'avais envie de dire un coup de pied à quelque part. Hein. Fait que, écoutez ça. Une semaine après, je m'en vais dans un autre service. Est-ce qu'il fait ici, lui? Je fais ici, ça faisait 5 thèmes que je faisais comme député puis ministre dans le comté. Ça, je trouvais ça ingrat. Puis le lendemain de ma défaite, j'ai parti à pied de Kenogami, puis monté à mon bureau à l'édifice administratif à Jonquière. Je n'ai pas rencontré une personne qui n'était pas déçue d'avoir perdu ses élections. Je trouvais ça bien curieux. Puis je n'avais mangé une maudite. D'abord, ça m'a fait de la peine à 2 niveaux. Sur le plan personnel, disons que je commençais à avoir de l'usure. Vous savez, on ne fait pas 5 termes en travaillant surtout entre les années 70 et 76, 2 ministères, l'OPDQ
revenu, travail. Sur le plan personnel, j'étais fatigué. Disons que je l'aurais accepté beaucoup mieux si je n'avais pas été impliqué dans le développement régional au niveau des ententes fédérales provinciales. On avait réussi à convaincre le fédéral de signer une entente pour l'autoroute du Saguenay, la baie Alma, pour les ressources du lac Saint-Jean, de son plus grand port de mer, la plus grande autoroute du monde, là, le Saguenay, pour envoyer ça dans n'importe quel pays, le bois, l'aluminium, toutes les ressources de la région. Et ça, on pouvait pas. J'ai dit, est-ce que ça va se faire? Elle n'est pas encore complétée au moment où on se parle. Sur le plan personnel, ma petite fille de 8 ans, à ce moment-là, Joanne, m'a raisonné rapidement. J'écoutais les résultats et puis j'avais une majorité dans le pôle provisoire. Elle dit, papa, tu gagnes? J'ai dit, non, je ne gagne pas. 2 de majorité au pôle provisoire, c'est mauvais, ça. Puis à un moment donné, il est venu des résultats. Un de Jonquière, un de Kenogami, un d'Arvida, minoritaire. J'ai dit, mais Joanne, j'ai dit, ton papa est battu. Ben, elle dit, je suis bien contente. Elle dit, c'est autour de mon adversaire, Vaillancourt. Là. Elle dit, c'est autour des Vaillancourt de ne pas avoir de père. À ce moment-là, là, il est venu une grosse larme. Tu dis, c'était le temps. C'était le temps. Comme député, c'était de donner l'équipement nécessaire pour l'éducation des gens. École secondaire, polyvalente partout dans le comté, Jonquière, Kenogami, Arvida, il y en a 3. École technique complète. L'option ATM au cégep de Jonquière, la construction du cégep, un immense cégep à vocation provinciale pour l'ATM, des spécialistes de la presse parlée et télévisée. Ensuite de ça, le développement du réseau routier, la route Saint-Anne-Tadoussac, qui n'était pas faite, celle qui nous amène à La Tuque, en Mauricie, Chambord-Lac-Bouchette, La Tuque-Lac-Bouchette, l'amélioration du boulevard de Talbot, Jonquière-Alma également, les voies de communication, et ensuite, au niveau industriel aussi, comme député, la construction de l'usine Saguenay, usine de fil machine, un dérivé de l'aluminium. Au lieu de shipper lingots, développer du fil machine à partir d'Arvida. Une autre usine, après, quand j'ai été ministre, l'usine La Pointe. Et à part de ça, alors comme ministre, ma plus grande réalisation, c'était le parc industriel régional. Suite aux fusions qu'on faisait, on a créé un immense parc industriel, le parc du Haut-Saguenay, où présentement, il y a 3000 emplois, là, 3000 travailleurs, qui représentent quasiment les travailleurs de l'Alcan, puisque c'est réduit à 2500. Il n'y a plus d'emplois dans le parc industriel qu'à l'hôpital de Chicoutimi, au cégep de Chicoutimi et à l'Université du Québec de Chicoutimi, dans ce parc industriel-là. La politique a changé, puis l'exigence des électeurs a changé beaucoup. Moi, je vous dirais que quand j'ai commencé en politique, même un corps intermédiaire qui venait de voir une ville, il venait solliciter des fois pour réaliser un objectif. Tu leur disais, le budget ne le permet pas. On regardera ça l'an prochain. Ils l'acceptaient, ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, le budget ne te permet pas, donne-nous-les pareil. Ça me fait penser à un gars qui travaillait à l'Alcan, qui était 4 000 $ dans le trou, 31 décembre. Ça va te faire, mais laisse-moi ça dans les mains, moi, te régler ça. Il s'en va à la banque, en prend 4 500, puis le soir à 5 heures, à super, ils ont fini 500 over. C'est une dette publique, c'est plus rien aujourd'hui. C'est faux, parce qu'une dette publique, s'il fallait que les taux tombent à 10 %, ça coûterait 50 milliards au Canada pour payer le service de la dette. Il faut savoir compter quand on est en politique. Puis aujourd'hui, la grande différence, c'est que les exigences des gens font en sorte qu'un gouvernement n'est pas capable de dire « je ne suis pas capable, on n'a pas le moyen de le faire ». Ça, c'est un danger qui nous court. Parce qu'un gouvernement, c'est quoi? C'est un individu, c'est un paquet d'individus qui confie à un élu le soin d'administrer les services auxquels ils ont besoin.